Désolée. Où tu veux. Voilà. Vous préférez qu'on se mette en mode école des fans ou en mode debout? Allez, debout. Allez, Ok, allez, debout. pour être... Allez, debout. OK. Par contre, je suis désolée, j'ai pas ramené le magnum de vodka pour la conf, mais on y arrivera. C'est de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Voilà. Bon, Ça, c'est fait. on a envie de faire quelque chose d'un peu détente quand même, parce qu'effectivement, c'est la fin. Cela étant, c'est vrai que le sujet est hyper porteur et hyper important. Je vais présenter Rob très rapidement. Rob, donc c'est Imagination Machine. Alors, en fait, Rob, il est très humble, mais il a un parcours juste incroyable. Il a vendu une première start-up qui s'appelle Hardwork. Bon, il se fout de moi, il est américain, hein, donc il se moque de mon accent depuis tout à l'heure, mais qu'il a revendu à Google plus de 50 millions. Et il a créé une deuxième start-up qui s'appelle Good Eggs, voilà, à San Francisco. Et Good Eggs, en fait, on ne le connaît pas ici, mais c'est 1000 personnes, un chiffre d'affaires bientôt 2019 de 100 millions en prévisionnel. Et c'est de la livraison de produits bio. Voilà. Donc, très belle success story. Tu vas nous parler d'Imagination Machine. Pinky, je ne sais pas si je présente Pinky, en fait, je crois que tout le monde le connaît, Pinky. Non, pas du tout. Donc, Pinky, c'est un des cofondateurs de Pixmania, ancien DG de Showroom Privé, ancien DG de Stuart. Aujourd'hui, Fashion Cube, qui est la galaxie Mulier. Mais pareil, il va vous le présenter. Et Eurytech. Enfin, Tony Pinville, pardon, d'Eurytech. Eurytech, c'est une boîte dans laquelle nous, Serena, on a investi. C'est une boîte qui fait de la détection de tendances, analyse d'images et détection de tendances sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, moi, je suis Serena, operating partner chez Serena, et on est un fonds d'investissement qui investit en série B, et on a un fonds dédié aux boîtes de l'IA, site série A. Voilà, je vous laisse peut-être parler un peu plus de vos boîtes et de ce que vous faites. Et puis comme ça va poser un peu le schéma pour la suite. Rob? Je suis arrivé en France en 2016 et en 2017, on a lancé Imagination Machine. Imagination Machine, c'est un studio de start-up. Ça veut dire qu'on crée nos propres start-up. Nous sommes des entrepreneurs, donc on a nos idées, on recrute des cofondateurs pour nos idées et on lance plusieurs start-up en parallèle. Donc, on crée un portefeuille de startups. Donc, ça, c'est le modèle. Ça fait 18 mois. On a lancé 9 startups là à Nantes. On a quelques startups qui commencent à vraiment prendre vitesse. On a une marque qui s'appelle Jo. Pour juste et honnête, c'est une nouvelle marque de tampons et serviettes hygiéniques en coton bio qui explose en ce moment. On a une startup qui s'appelle Vite Mon Marché, qui est livraison de produits bio et frais à Nantes. Donc c'est l'équivalent de ta boîte américaine, mais finalement à Nantes. C'est une idée similaire, oui, mais à Nantes. On a un nouveau panneau photovoltaïque qu'on a créé qui s'appelle Beam. Donc on a plusieurs startups qui ont attiré des financements extérieurs et on continue, on crée des startups. Et on commence à travailler avec des corporates sur des projets d'innovation. Donc on va en parler plus. L'intérêt effectivement de l'intervention de Rob ici, c'est que Rob, le financement de Imagination Machine, c'est les PME et ETI locales notamment, région nantaise, ouais, qui investissent dedans. Donc toi, tu as une relation finalement avec ces groupes, ces corporates, même si ce n'est pas les grands groupes. Il n'y a pas que les grands groupes dans la vie, loin de là, et je pense que c'est bien qu'on en parle d'ailleurs. Mais voilà, tu as ce sujet-là de comment tu accultures avec eux, comment tu aides à l'intrapreneuriat de leurs équipes et autres. Exactement. Il y a des entreprises dans la région nantais qui font des centaines de millions de chiffres d'affaires, peut-être 1 milliard. Il y a plein d'idées dans leur salariat pour de nouvelles startups. Eux, ils n'ont pas le métier de créer de nouvelles startups, mais ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie de financer l'innovation, mais ils ne savent pas comment. Et donc, on peut faire des projets ensemble, on peut créer un portefeuille des idées ensemble, des startups, que nous, Imagination Machine, on sera cofondateur. Donc, c'est un modèle un peu différent. On va utiliser très peu d'investissement, finalement, parce qu'on a un processus super rapide. Et on va essayer d'innover ensemble. Donc, ça, c'est le modèle qu'on commence à utiliser. Pinky, tu veux présenter Fashion Cube Bien sûr, avec plaisir. Bon, merci aux rescapés d'être là. C'est vraiment très appréciable. C'est déjà super. Fashion Cube, c'est un écosystème. Alors, ça fait vraiment mot bateau, mais c'est un écosystème qui réunit 7 entreprises de mode de la galaxie Mulier, à savoir un pôle féminin qui s'appelle, on va avoir Pimki
et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'y suis. Mon prénom c'est Pinky, on m'a recruté comme ça. Donc il y a Pinky, Orsay, Rouge-Gorge, Grain de Malice, et un pôle masculin avec Jules Brice Bisbee. Et l'objectif de Fashion Cube, c'est de se dire que, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, en venant plutôt du monde de start-up et de l'innovation, d'essayer de transformer ces entreprises, donc c'est beaucoup de sujets en ce moment, transformer ces entreprises pour finalement créer un nouveau business model. Et notre objectif, c'est évidemment, ces entreprises ont, pour vous donner un ordre d'idée, l'ensemble n'est ni petit ni gros, on fait à peu près 2 milliards d'euros, 2400 magasins, et on a des atouts face aux géants de l'audience de l'e-commerce d'une manière générale. Et Fashion Cube est là justement pour trouver un nouveau business model parce qu'on a une forte conviction, c'est que le business model d'antan, avec des magasins et une production de vêtements, d'habillement, est complètement mort. C'est-à-dire qu'on est assez réaliste, ce modèle est mort et donc on veut recréer un nouveau business model. Tout en sachant que notre obligation aussi, c'est, dans l'industrie du textile, on est la deuxième industrie la plus polluante du monde, et ça, c'est aussi inacceptable. On a beaucoup d'usines, on travaille évidemment majoritairement avec la Chine et l'Inde, et on produit. Et le modèle d'antan qui est mort, c'est qu'on a essayé de produire énormément, avec l'arrivée dans les années 2000 de la fast fashion, et vous les connaissez, Inditex, H&M et les autres, qui ont disrupté le marché en faisant de la mode pas chère. Dans les années 2005, l'arrivée des startups, et notamment des géants, Amazon à côté et les autres, Alibaba. En 2008, ça s'est accéléré, et ce modèle a radicalement bouleversé notre marché. Donc les très grands faiseurs que nous étions au sein de la galaxie Mulliez, avec énormément de rentabilité, s'est vu quasiment à l'espace de 5 ans perdre de plus en plus d'argent. Et tout ça, au même moment, une prise de conscience qu'on ne voulait pas non plus d'un monde qui soit complètement pur online d'un côté ou pur retail de l'autre, parce que le comportement des acheteurs ont changé. Et ce qui nous sauve quelque part dans cette prise de conscience, c'est justement une certaine forme de déconsommation. Donc ce que l'on veut faire dans ce nouveau business model, ce n'est plus de produire en masse pour essayer de pousser ces produits, faire de la promo sans cesse, les ventes privées, et puis déstocker, parce qu'on a encore du résiduel. Et notre responsabilité, c'est malgré tout ça, c'est qu'on a pollué la planète. Donc on est dans un large projet de zéro waste de bout en bout avec une refonte totale de la chaîne de valeur. Et notre objectif, c'est de ne produire que ce qu'on est capable de vendre. Donc ce n'est pas de faire plus, mais mieux. Et pour ça, on crée une entité qui s'appelle Fashion Data. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi on est là, puisqu'on est en train d'accélérer l'innovation dans ces entreprises de bout en bout, et notamment avec Euritech. Tony? Oui, merci beaucoup. T'as vu la transition? Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant avec Pinky, justement, c'est qu'il vient du monde des startups et lui, il sait ce que c'est que d'être startup et de travailler avec des grands groupes et la complexité de travailler avec les grands groupes, les freins, les barrières à l'entrée et autres. Et je pense que pour le coup, ça doit être un bonheur de travailler avec toi parce que, à mon avis, tu enlèves ces freins et ces barrières. Effectivement, donc, effectivement, nous, on est parti aussi du même constat, donc très bien résumé. Et nous, on est du côté start-up et on se rend compte que justement, Euritech permet justement de comprendre les tendances marché produits en analysant les images des réseaux sociaux. Donc le constat, si on veut justement arriver au zéro waste, à produire mieux, on se rend compte qu'il y a énormément d'informations qui sont disponibles, notamment via les réseaux sociaux, parce que de plus en plus de personnes publient des informations. On se rend compte que les influences naissent et meurent sur les réseaux sociaux. Donc il faut être en mesure de capturer, de synthétiser toute cette information-là. Et nous, en fait, on a développé une technologie extrêmement précise de reconnaissance d'image qui permet, dans n'importe quelle image, de repérer des milliers de caractéristiques très précises pour reconnaître voilà, des produits spécifiques, des textures, des patterns, pour déterminer, par exemple, que la tendance dans les 6 prochains mois sera la léopard et ça fera plus 35%. Donc on peut aider, oui, hélas, peut-être, mais en tout cas, voilà, on donne des outils pour justement aider les marques à se transformer et à produire mieux. Et donc, dans ce cadre-là, justement, on commence un projet, on travaille dans le luxe, on travaille aussi dans le monde de la mode, on commence un projet avec Fashion Cube. Okay. Nous, Serena, juste pour expliquer pourquoi il y a un VC en fait, qui est là, au milieu de tout ça, c'est que donc on a un modèle de fonds assez atypique, on a une operating team en interne qui va aider nos startups à accélérer, à développer sur des sujets opérationnels, customer success, roadmap produit et autres, et le bizdev. Et en l'occurrence, moi chez Serena, je fais ça, c'est-à-dire que j'aide nos boîtes à signer avec les grands groupes, à faire tomber les barrières, à dérouler des guidelines pour que
on ne soit pas que dans un mode POC, mais qu'on arrive à aller sur du contrat cadre. Et ça marche plutôt pas mal, puisqu'on est vu en fait comme une caution, comme un label par les grands groupes. À partir du moment où nous on a fait des due deals et des ref calls pour investir dans une boîte, en général c'est qu'on a validé la boîte, c'est qu'elle est assez solide et du coup les grands groupes nous font assez confiance. Je pense qu'il y a une question qui est assez intéressante. Pinky, je te la pose plutôt à toi au départ, mais pourquoi est-ce que tu décides, pour répondre à quel objectif en fait tu décides de travailler avec une start-up aujourd'hui? Alors, c'est pas si évident que ça, en fait. C'est vrai que dans cette thématique, souvent, on a eu une phase qui n'a pas été très longue, hein, puisque je ne suis que depuis 16 mois chez Fashion Cube, mais dans beaucoup de boîtes du retail, on a eu la phase de la folie des startups, et on s'est dit c'est génial, il faut absolument accueillir, et donc on a eu toute la phase un peu bidon de ces entreprises qui accueillaient les startups, voire plus, au sein de ces grandes entreprises. Et ça, évidemment, ça n'a jamais fonctionné, puisqu'on a créé deux mondes. On a créé des mecs en plein milieu de la place, super cool en t-shirt, et puis on a rajouté des baby-foot. Et puis les autres qui galéraient, qui étaient peut-être moins bien payés, etc., etc. Et donc ils disaient, ben, c'est génial à côté. Et donc il n'y avait pas de compréhension et de partage de valeur, ni de partage de richesse. Donc ça, c'est terminé. Enfin, j'espère. Là, aujourd'hui, pour que ce soit possible dans les entreprises du retail, je ne peux parler que pour les nôtres, c'est évidemment, faut rendre ce terrain possible pour accueillir les meilleures startups. Et la première prise de conscience, c'est de se dire, évidemment, essayons d'arrêter de faire en permanence les choses soi-même. Donc il y a eu aussi cette phase où on s'est dit, bah, l'autre, bon, on a regardé les startups et au final, on le fait nous-mêmes. Ça a été souvent des défauts en pensant qu'on peut faire mieux que les autres. Et donc on accueille des startups chez nous parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire nous-mêmes et qu'il y a de la richesse avec une autre méthodologie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, on a captation de tendance. On se dit, Eurytech, nous, ça, il y en a un qui est déjà bon, a priori, voire très bon, et donc ça ne sert à rien d'essayer de le faire nous-mêmes. Et donc je pense qu'on a l'objectif de tout ça, et pour pouvoir accueillir ces entreprises, ces startups innovantes, il faut d'abord que nous-mêmes, dans nos entreprises, on soit déjà agiles. Et le premier, deux éléments essentiels pour réussir, c'est évidemment la restructuration de l'IT au sens large, qui dans les boîtes du retail était souvent considéré comme du back-office. Et donc jamais dans les boards, jamais rien, donc aucune prise de décision, et ça devient une IT qui ne s'occupe chez nous que de la caisse. Et donc c'est ridicule. Et donc c'est ça, il faut d'abord rendre l'IT apaisable, ensuite réunir les métiers, et c'est là où on voit le meilleur rapport, c'est quand il y a des échanges de notre métier avec des startups, ils disent c'est génial, utilisons-les, et c'est là où on a le meilleur ratio, et c'est plutôt excellent. On gagne énormément de temps. C'est le gain de temps qui nous intéresse. C'est le gain de temps, je pense que c'est rester compétitif, c'est une image employeur, il y a beaucoup de sujets autour de ça, enfin, beaucoup de raisons. Oui, alors nous, on n'est pas dans l'effet marketing, hein, on s'en fout, on va rechercher quand même l'efficacité pour augmenter l'efficacité de nos collaborateurs et leur donner envie aussi de rejoindre des projets de plus en plus intéressants. Mais à la fin, c'est quand même du résultat que l'on attend. Est-ce que chez Fashion Cube ou la Galaxy Mullier, chaque fois j'ai un doute entre milliers et milliers, vous avez des objectifs d'investissement dans les startups, de M&A, est-ce que vous regardez ça aussi ou pas? Alors, je ne parle pas pour les autres, mon périmètre de possibilité de parler de ça, mais on a des véhicules d'investissement, évidemment. On a d'abord Créadev en partie, qui est l'investissement de la famille Office principale, qui investit dans différents sujets, plutôt dans le green, dans l'agri et l'agro. Donc, ils investissent notamment sur Actico et plein de startups dans le monde. On a un véhicule initial qui s'appelle ZTP, qui est plutôt là pour connecter des startups dans l'écosystème de la Galaxy Mullier. Et il y a eu effectivement quelques investissements. Dans le portefeuille, on a une douzaine aujourd'hui auprès des startups. On a aussi, au travers de Mobilia, Via Studio, Via ID et Car Studio qui investissent, et un petit peu partout dans les entreprises où il y a des modules d'investissement. Je pense qu'il y a un sujet qui peut être intéressant à soulever, en tous les cas, moi qui est mon cheval de bataille, c'est quels sont les freins qu'on rencontre dans la collaboration Startup Grand Groupe. Je ne sais pas si toi, Rob, au niveau PME, ETI, tu rencontres, est-ce que tu as vu les mêmes freins qu'il y a, à mon avis, sur les grands groupes? Tony, c'est quoi les freins, toi, aujourd'hui, que tu rencontres dans ta collaboration et du coup, qui va être un vrai problème pour toi dans ton développement en tant que startup?
En fait, le premier frein qui commence à un peu changer, c'est effectivement au départ, il y avait plutôt la collaboration entre startups, c'était plutôt au niveau communication, c'était voilà, ma boîte, avoir le label, je travaille avec des startups, je fais des hackathons et je fais des POC. Maintenant, ça change un petit peu, mais il y a encore ce sujet-là où au final, on ne réfléchit pas en tant que création de valeur, mais plus en tant que je vais créer un POC avec une startup et là, j'ai validé mon objectif. Alors que l'objectif, que ce soit pour le grand groupe ou la startup, c'est vraiment une relation dans la durée. Le POC, c'est potentiellement un moyen Une stratégie opportuniste et pas une vraie stratégie de groupe. Voilà, donc ça, de fonds qui a été posée par le board. Et, voilà. Donc, voilà. Et là, ce qui se passe aussi, l'autre frein, c'est de ne pas avoir forcément les bons interlocuteurs. Donc souvent, on est redirigé dans le pôle innovation, qui parfois, selon les entreprises, n'ont pas forcément idée de toutes les problématiques business, des métiers. Et que donc on se retrouve avec un filtre qui fait que parfois le discours, la valeur qu'on propose peut être déformée par rapport à l'innovation, et on se rend compte que ça peut au final ralentir le process. Alors que nous, on essaye le plus possible de travailler directement avec les métiers pour confronter et challenger si ce qu'on propose crée vraiment de la valeur. Donc une nécessité non pas de passer par les directions innovation, mais par les business units, finalement. Ou alors avoir des équipes innovation qui connaissent vraiment les métiers que l'on adresse. Et comme ça permet de faciliter. Mais sinon, souvent, en fait, ce qui peut arriver, c'est que voilà, il y a une déformation du discours. Ouais. Pinky, toi, tu penses qu'il faut passer par les directions inno ou directement par les BU, justement, typiquement chez Fashion Cube? On n'a pas d'innovation. S'il y en a eu, j'espère qu'il n'y a pas de patron d'innovation, mais en réalité, c'est utile quand c'est bien inséré, quand c'est bien compris. Dans beaucoup de postes d'innovation, c'était les mecs qui transféraient des revues de presse. Donc, je caricature. Donc, non, ça ne sert. Malheureusement, dans notre cas, je considère que ça a été un peu galvaudé. C'est-à-dire, si on ne donne pas le pouvoir à l'innovation d'opérer, et quand je dis le pouvoir, c'est aussi du budget, ça ne sert strictement à rien. Et malheureusement, c'est souvent ce qui s'est passé. Il faut donner, pour que les startups, pour qu'on utilise les meilleures startups et que ce soit gagnant-gagnant, il faut évidemment que ce soit au plus proche du métier, de celui qui va se servir et qui va remplir et gagner du temps, ou en tout cas améliorer sa business unit. Donc forcément, c'est directement les métiers, en tout cas de mon point de vue. Et c'est souvent mieux. Et en parallèle, en revanche, il faut aider le métier et start-up à évidemment ne pas perdre de temps. Donc ça veut dire que l'époque, c'est vraiment, je pense qu'il faut arrêter ce truc dans les boîtes. Ça défocus les startups très souvent. En plus c'est pas ça, c'est qu'on a eu toute la période de POC parce qu'on a dit c'était collé au test and learn, et quand c'est pas bien maîtrisé, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on fait des POC un an plus finir, à l'époque sur 6 mois, 1 an, et ça, c'est plus des POC. Donc on est plutôt dans une phase de test d'outils et de validité de l'apport concret, pilote et puis déploiement. Et donc c'est beaucoup plus sain. Et en fait, le POC, c'est évidemment, quand on est aux US, quand on dit POC, on sait ce que ça veut dire. En France, POC, ça a été utilisé n'importe comment. Donc voilà. Donc je pense que c'est métier, et on aide, nous, à structurer les mesures de performance pour qu'à la fin, ce soit tangible et qu'on puisse dire oui, on déploie dans plusieurs pays. Rob, toi qui accompagnes des startups, c'est quoi les freins qui ressortent du côté de tes boîtes en général? Je pense qu'on touche beaucoup ici la vitesse comme thématique. C'est souvent ça la franchise chez les grandes entreprises. Il y a des idées, il y a des besoins, il y a des volontés, mais de traiter tous ces sujets en interne, c'est lent. Et avec une startup, soit c'est une startup qui existe déjà et ça peut accélérer des choses si c'est bien géré. Soit il y a une excubation ou une externalisation de nos idées chez un grand groupe, chez un UTI, où on peut accélérer le développement de cette idée, ou les tests. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave si on est rapide d'en savoir. On est complètement d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a quand même il y a une problématique. Moi, je te rejoins sur les directions innovation. Hein, c'est qu'il n'y a que 12% des directeurs inno qui sont au COMEX aujourd'hui. Et je pense que quand on n'est pas au COMEX d'une boîte, c'est un peu compliqué d'avoir une vraie stratégie, d'aller dans une vraie stratégie de groupe. Et c'est une des raisons pour laquelle, à mon avis, il y a beaucoup de POC qui ne marchent pas. Deuxièmement, moi, j'aurais tendance à dire il y a
il y a un manque d'incentive des équipes et notamment des BU. Ça ne rentre pas dans leurs objectifs annuels. Donc, ce n'est pas une priorité pour elles de mettre en place ces innovations, ou en tous les cas, ces projets. Et après, on a quand même les freins. C'est marrant parce que personne n'a évoqué. Alors, toi, en l'occurrence, en tant que start-up, mais tout ce qui est service achat, qui est quand même un énorme frein, service juridique, qui est aussi un énorme frein. Les délais de paiement, qui sont quand même... on en parlait encore ce midi à table. On est quand même sur des groupes qui payent à 3-4 mois. Et quand on est une start-up, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc c'est une nécessité de remise à plat, en fait, de refonte quand même du fonctionnement des grands groupes qui est pas minime, quoi. Je sais pas, Pinky. Non, je confirme. C'est pas facile. Alors, c'est vrai que nous, on l'a pas signé, mais on a, au travers des ZTP, on a une charte avec des startups, donc qui encadre tout ça. Et ça passe par là, justement, de ne pas tuer des startups. D'abord, l'identification des meilleures startups, c'est un sujet. Donc, c'est en ce sens où, normalement, les patrons d'inno sont plutôt bien informés et ils poussent. Mais là où ça ne colle pas, c'est pas... Alors, évidemment, ne pas être dans le COMEX, c'est un problème, ça veut dire que la voix n'est pas portée. En revanche, c'est la manière de décloisonner l'organisation qui est le plus importante. Si on a un but commun de performance, un indicateur simple, hein, si nous c'est assez simple, c'est l'atteinte d'un EBIT, et après, le comment passe par un certain nombre de sujets. Et ce n'est pas forcément l'innovation pour l'innovation, parce que ça ne sert à rien. On peut confondre des sujets. Hein, on a eu cette vague où on a énormément d'outils, énormément de startups qui ont été dans nos entreprises, pour à la fin avoir une utilisation à 5% de l'outil, on les retrouve sur les bas de ligne. Et c'est souvent un début de compréhension de se dire on va commencer à rationaliser les sujets. Sinon, on se retrouve avec 50 outils dans la boîte, les mecs partent, et comme c'est très peu documenté, en fait, on va juste les factures passer, il ne se passe plus rien. Donc je pense que c'est dans les deux sens. Il faut que les startups comprennent aussi l'enjeu d'une grande boîte et quand même quelques éléments de structuration, parce que le légal en a besoin. En revanche, on n'a pas besoin de passer 3 mois sur du légal alors qu'on n'a même pas commencé. Donc je pense qu'il faut commencer, il faut cadrer un tout petit peu pour limiter les risques. Dans les risques, on peut avoir de la data et notamment la RGPD, entre autres, où c'est des sujets où nous, on se doit de faire super attention à ne pas avoir de brèche dans ces sujets-là. Et donc, il y a des startups qui ne sont pas structurées, et donc c'est dans les deux sens. Rob, toi qui travailles avec des PME et ETI, est-ce qu'elles ont une autre façon de voir l'innovation, de fonctionner? Est-ce qu'elles sont plus agiles? Est-ce que voilà, elles ont une autre vision, une autre Oui. Souvent avec les PME et ETI à Nantes, au moins, quand on parle d'innovation, on parle directement avec le PDG. Il y a une équipe, peut-être il y a un chef d'innovation, mais c'est un sujet qui est directement le sujet du patron. Innovation, c'est abstrait. On parle de diversification du business, on parle du gain d'efficacité, on parle du développement de l'écosystème. Il y a plein de sujets qui sont liés, qui sont tous dans l'enveloppe d'innovation. Et quand on parle avec les PME, c'est souvent direct le boss. Donc beaucoup plus rapide, plus flexible, des résultats plus concrets. Oui, après, ils ont un enjeu effectivement qui est financier, qui est, je pense, un peu plus fort aussi. Tony, ce serait quoi pour toi les guidelines un peu à mettre en place pour une bonne collaboration en fait avec un grand groupe? Comment est-ce qu'on réfléchit un cadre de mission dès le départ quand on signe avec un grand groupe et voilà, qu'est-ce qu'on doit mettre à plat pour être sûr que le truc aille jusqu'au bout? Ouais, je pense que ce qui est vraiment très important, c'est de prendre le temps de trouver les bons interlocuteurs pour voir s'il y a vraiment une adoption possible de notre solution et qu'il y ait une corrélation entre la proposition de valeur que l'on a et les métiers pour qu'on se mette d'accord sur cette proposition de valeur et qu'on se mette d'accord aussi justement sur l'évaluation de notre solution. Donc ça marche dans les deux sens. C'est que pour qu'il y ait une vraie collaboration, il faut qu'on puisse l'évaluer et qu'on mette avant le partenariat vraiment bien à plat tous ces KPI qu'on souhaite atteindre et sur lesquels on considérait que ce partenariat-là fonctionnerait bien. Et je pense que c'est très important de prendre le temps déjà de rencontrer les bonnes personnes et les bons interlocuteurs au sein du grand groupe pour s'assurer, nous,
qu'au final, il y a une adoption du produit. C'est bien beau, effectivement, de vendre une solution, mais pour se retrouver après sur étagère et se retrouver au bout de quelques mois plus du tout utilisé, c'est vraiment très important qu'il y ait une phase d'accompagnement pour qu'il y ait cette adoption et que le produit, que la solution qu'on propose en tant que start-up soit réellement utilisée et réellement intégrée au sein des équipes, quoi. Donc ça, c'est... Et la collaboration, justement, Fashion Data, est-ce que vous avez posé les bases, le timing, je sais pas moi, le budget, les KPI, etc., ou pas? Vous êtes peut-être un peu trop au début du projet, là? On est au début, mais effectivement, je pense que c'était effectivement l'objectif, c'est de se mettre d'accord sur des KPI de succès. Donc ça, c'est vraiment le point important pour vraiment. Alors, vous mettez quoi, par exemple, comme exemple de KPI de succès? Ça peut être quoi? C'est en fait déjà juste déjà qu'il y ait réellement l'utilisation, donc il y a une implication des équipes aussi de la solution, qu'il y ait des feedbacks qui reviennent, et ensuite ça va être sur certains sujets, voir est-ce que, je ne sais pas si c'est sur la tendance marché, est-ce que par rapport à, on va te prendre des données en test, est-ce qu'on arrive à prédire des tendances sur des données historiques, c'est se mettre d'accord sur la validation de la pertinence de la solution. Mais et que les deux partenaires soient d'accord sur ces sujets-là, quoi. Ça dépend du Ouais, sur Eurytech, on peut le dire, hein, on a 3 phases, enfin 2 phases réelles, qui est un test avec la communauté de métier, notamment les stylistes et les chefs produits, donc ils sont à la fin amenés à améliorer de se faire des convictions grâce à la data et grâce à ces outils. Donc c'est 1 mois où finalement les utilisateurs vont tester l'outil. Donc ça, c'est la prise en main pour qu'il y ait une adoption possible à partir du moment où on donne le go, pour que derrière on ne perde pas de temps. Donc ça veut dire que les utilisateurs vont dire ouais, c'est génial, ça va ou pas m'apporter des choses au quotidien. On vérifie aussi que évidemment la data ou l'intelligence artificielle d'Eurytech a réellement fonctionné. Donc on va injecter en retour assez rapidement quelques familles pour vérifier sur les 2 ans en arrière, pour voir si on était à la plaque et là où on avait des différentiels. Et à partir de là, on partira en pilote. Donc ça, c'est 1 mois de test, 1 mois de pilote. Et à la fin du mois de pilote, on va définir réellement le résultat attendu. Et donc le résultat attendu, c'est assez simple. C'est de se dire, si on n'avait pas loupé cette tendance, quelle est la marge de manœuvre par rapport à nos quantités initialement achetées? Et donc là, on saura dire s'il y avait un apport mesurable, réel. Quand je dis mesurable, c'est en valeur, en résultat. Rob, toi, tes entreprises locales, là, elles t'imposent des KPI, elles te demandent des résultats spécifiques. C'est quoi le deal entre vous? Oui, donc on a un mode différent parce qu'on essaie de ne pas vendre des services du startup à les groupes comme clients. On engage en co-collaboration. Ça veut dire qu'on commence avec un besoin. Par exemple, on avait plusieurs de nos partenaires qui nous ont dit on a un sujet de middle management. On a beaucoup de middle managers. On essaie de trouver des formations en management, mais ils ne sont pas top. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, on a entendu ces mêmes besoins de plusieurs de nos partenaires. On s'est dit, OK, on va créer une start-up pour essayer de gérer ce besoin. Et donc, on a créé une start-up en ayant déjà nos premières dizaines de clients. Mais on n'avait pas de produit. Et donc, on a fait une étude avec nos clients pour trouver le meilleur produit. Et on teste le produit. On a déjà nos premiers bêta testers parce que c'est nos partenaires. Et donc, en fait, on n'est pas dans un processus où nos startups vendent leurs produits, services à nos partenaires. On commence déjà avec le partenariat avant qu'on ait même le startup. Et donc, c'est un modèle un peu à l'inverse. Mais ça marche plutôt bien. Mais à terme, de toute façon, il y a quand même une logique, effectivement, de faire travailler ces startups avec tes investisseurs, parce que tu les appelles partenaires, mais... Toutefois, et peut-être qu'on va créer une startup qui répond à ces besoins et ça ne va pas fonctionner. Et les clients ne seront pas contents. Et ça, ce n'est pas grave. Parce que les clients, ils ont perdu peut-être quelques mois, mais pas plus. Mais si ça fonctionne bien, super. On a déjà nos premières case studies avec les premiers 10 clients. On a déjà une MRR, un chiffre d'affaires, parce qu'on a nos premiers clients. Les premiers clients sont actionnaires à travers Imagination Machine. Et on commence le processus de vente. Et voilà, on va avoir la même problématique de tous les startups qui essaient de vendre aux grands groupes.
Sauf qu'on a déjà 10 clients qui vont nous aider à rayonner la solution. Est-ce que tes partenaires, tes investisseurs te demandent de créer des startups qu'éventuellement ils vont pouvoir racheter ou qui, voilà, Oui, en fait, on commence un nouveau projet. C'est un modèle un peu différent, mais on va tester ce projet. On a un groupe qui a un portefeuille de marques. C'est le groupe RAM. Dans le mode, ils ont un portefeuille d'une dizaine de marques. Et ils ont envie de créer une nouvelle marque. Mais c'est une start-up. On commence de zéro. Et donc, on dit, OK, on va créer cette start-up ensemble. Ça va être une joint venture entre nos studios de start-up et le groupe RAM. Et eux, ils vont prendre une majorité du capital. Et nous, on va prendre une minorité du capital avec l'accord que si ça fonctionne bien, et si on crée une boîte avec énormément de valeur, ils vont racheter nos parts. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Donc, Et on va utiliser un processus startup où on va investir des dizaines de milliers d'euros et pas des centaines de milliers d'euros pour valider le concept. Et si ça ne valide pas, on arrête. Et donc, on va investir très peu de cash au début. Donc toi, tu réunis vraiment les 4 axes de collaboration Startup Grand Groupe qui sont clients, partenaires, CVC, investissement donc, et M&A potentiel. Exactement. Et c'est comme CVC, mais c'est 100 fois moins coûteux. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des points en particulier que vous aimeriez aborder, que vous avez rencontrés et qui peuvent être intéressants justement à soulever ou pas ? Peut-être un point justement pour des startups qui sont moins matures ou sur des sujets qui sont moins matures. Nous, on a dès le départ travaillé avec des grands groupes, notamment avec le groupe LVMH, et ça nous a énormément aidé justement à challenger notre première solution, de travailler avec les équipes. C'est-à-dire qu'ils ont pas mal aidé dans la co-création de cette solution-là. Donc c'était avant que le produit soit réellement défini. Donc ça, c'est aussi intéressant d'avoir des grands groupes qui ont aussi le temps. Et donc là, c'était avec une cellule d'innovation qui était intéressante et qui avait du budget. Et donc toute notre première solution, on les a développées justement en co-création avec eux. Donc ça, c'était vraiment gagnant-gagnant, parce que eux, ils ont eu la primeur de la solution, et nous, on a recueilli énormément de feedback des métiers des différentes équipes. Donc ça, c'était quand même quelque chose de... C'est vrai qu'Euritech, vous avez une histoire particulière avec LVMH, parce que vous avez gagné l'Innovation Award de Vivatech, qui vous a donné énormément de visibilité sur le marché, qui du coup vous a aidé à signer d'autres marques. Exactement. Voilà. Oui, effectivement, ça, c'était vraiment une belle histoire pour nous, parce que souvent, il y a pas mal de prix qui sont faits autour des startups, mais ce prix, quand on associe LVMH, c'est à la fois en France très reconnu, et même quand on allait justement aux US, on nous parlait de ce prix-là. C'était la première fois qu'on me parlait d'un prix de gagner, parce que justement c'était remis par Monsieur Arnaud, et bizarrement ça a pas mal de poids. Ça fait quoi de serrer la main, Monsieur Arnaud? Ça fait quelque chose. J'ai serré plusieurs fois la main. Je ne suis pas lavé la main depuis. Le bout en train. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres points. Alors, moi, j'ai un vrai point pour le coup. On pourrait parler VC. Nous, en tant que VC, on est un peu frustrés dans ce qui se passe sur cette relation grand groupe start-up, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de nos start-up qui se défocus en passant trop de temps sur des POC, qui perdent du temps, de l'argent, pour au final pas grand-chose. Donc nous, on est en train d'apprendre à nos boîtes, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais à dire non. Voilà, c'est pas parce qu'on a une référence grand groupe que c'est génial. Je pense qu'en fait, il y a vraiment une règle à apprendre, c'est que il faut partir sur le bon partenaire dès le départ. C'est pour ça qu'il faut poser des vrais guidelines, pas perdre du temps, pas se défocuser, et du coup avoir un meilleur développement et un meilleur ROI, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bisous, à bientôt. Pour un prochain épisode. Ciao. Non, quand on travaille que avec un seul partenaire, c'est pas dans l'émission. Ciao. Et une photo, on veut voir ça.
Alors, l'avantage, Ouais. c'est qu'il y a aussi ces startups-là lèvent quand même beaucoup de fonds. Donc, elles ont quand même du cash. Hein. Ouais, non, je pense que mais c'est un peu dit. Ouais. Ouais. Non, mais nous, quand on investit, en tous les cas sur notre fonds IA, qui est Deep Tech, Eurytech, ça a été le cas, il n'y avait pas particulièrement de chiffre d'affaires. On investit sur une techno, on le sait, on y va. Donc c'est un risque à prendre, c'est le marché qui veut ça. Mais il faut que tout le monde rentre dans ce jeu-là. Sauf que la entre guillemets. dépendance économique se juge non pas sur le capital investi, mais sur le chiffre d'affaires et la part de chiffre d'affaires représentée par la société contractuelle. Et donc là, effectivement, sur les sociétés, les startups qui commencent ou qui ont 2-3 clients, si j'arrive derrière avec un contrat, ne serait-ce que si elle fait d'affaires, si elle fait un chiffre d'affaires mettons de 1 million d'euros, parce qu'elle commence sur l'année et que j'arrive avec un contrat de 550 ou soit 600K, j'ai un problème juridique pour le coup derrière. Oui, non, je pense que c'est effectivement une vraie problématique. Je pense que ça dépend aussi. Nous, on a eu ce cas-là au tout début, quand on avait effectivement, on travaillait principalement avec le groupe LVMH. Et ce qui est important, c'est justement très rapidement de pouvoir travailler avec des marques concurrentes. Et donc, c'est aussi. Mais par contre, il faut qu'il y ait aussi un peu. Que ce soit dans les deux sens, que souvent aussi il y a une tentation de grands groupes de se dire bah, attendez, on travaillait que pour nous. Mais effectivement, je pense que c'est une question aussi de timing. C'est-à-dire que dans la phase, on va dire, de co-construction, je pense que ça c'est possible, mais dès qu'il y a la commercialisation réelle du produit, c'est quelque chose qui a vraiment à surveiller à la fois côté grands groupes et côté start-up. Et nous, c'était un des gros sujets justement d'expliquer à LVMH qu'on a besoin aussi que même d'un point de vue financier, on ne pourrait pas travailler que pour eux. Non, je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a raison. C'est probablement quelque chose à revoir au niveau de la réglementation, parce que c'est un vrai danger. C'est vrai que dans les grands groupes, forcément, en fait, ça dépend de la timeline. C'est-à-dire que si ça dure trop longtemps, et donc il faudra peut-être forcément revoir ça. Ça peut être un vrai frein, en fait. Et la tentation aussi de beaucoup de grands groupes, parfois, lorsqu'on sent qu'on a la bonne start-up, forcément, on capitalise et on prend beaucoup plus de temps. Donc, on est très tenté. On peut en profiter à ce moment-là aussi. Et ça peut poser problème. Il faut être conscient de ça à tous les niveaux. Et ça, moi j'aurais tendance à dire, c'est une refonte aussi globale à avoir dans les grands groupes. Encore une fois, comme le fonctionnement des services achats ou du juridique. Il y a un moment donné, quand on est un service achat, on ne peut pas demander 3 bilans à une start-up qui, en fait, a à peine 3 ans d'existence, dont 3 ans uniquement de R&D. Les choses ne sont pas logiques. Je ne peux pas parler pour le groupe Orange comme ça, de fait. C'est pas possible. Par rapport à mon expérience personnelle, où justement je travaille avec des startups, je mets en place des POC, c'est aussi pour ça, parce que des POC c'est limité en montant, et du coup ça ouvre des portes qui ne seraient pas ouvertes sur des applications plus grosses. Donc on a moins de risques juridiques, on a moins de risques de dépendance financière, on a plus de facilité à mettre en place ces choses. Ça sert aussi à ça, l'époque, ou les POV plus exactement, à débloquer certains gros freins sur des gros projets. Et ça permet de démarrer doucement et de grandir après plus vite. En tout cas, c'est une responsabilité qu'on a, et en tout cas les entreprises évoluent. Et effectivement, la direction d'innovation, on voit qu'elles sont plus très présentes au COMEX. Mais en attendant, à l'intérieur des grosses entreprises, il y a beaucoup de gens qui font un peu ce que je fais, c'est-à-dire qui sont très proches des métiers, qui demandent aux métiers les besoins métiers et qui vont ensuite faire de la veille autour, activer leur réseau pour aller chercher des solutions et sans regarder spécifiquement la taille. On peut travailler avec Oracle ou avec du Google en même temps qu'on va travailler avec des plus petites sociétés, des plus petites startups ou des personnes qui viennent d'innover. C'est vrai. On est d'accord. Après, les histoires, le fonctionnement d'époque et ces sujets-là, je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, ça s'arrête l'époque. Très honnêtement, c'est pas viable en fait pour les boîtes. Oui, mais regardez, très honnêtement, il y a des études qui sont sorties, et moi je le vois en discutant avec pas mal de grands groupes. Il n'y a même pas 25% des POC qui sont industrialisés derrière ou qui aboutissent à un contrat cadre ou quoi aux caisses. 25% seulement, c'est quand même super light. Quand on voit le temps que passent les startups à faire des POC. Alors après, Tony, il dit quelque chose qui est intéressant. Ça les aide ça les aide à développer leurs solutions, à être aussi. Et en même temps, il y a combien de mais... startups qui vont de l'idée
de l'idéation jusqu'à la réalisation et jusqu'à la licorne ou autre. Il y a une sélection qui se fait aussi. Effectivement, il y a des POC qui passent pas. Ce qu'il ne faut pas, je suis d'accord avec vous, c'est que ce phénomène de POC soit une espèce de porte d'entrée obligatoire qui fait que on a l'impression de travailler en rond en proposant toujours les mêmes choses. Et là, c'est pas productif, mais en général, c'est lié plutôt au fait qu'on va y faire de l'innovation pour l'innovation et pas de l'innovation pour répondre aux besoins métiers. Si on prend la garantie qu'on répond à un besoin métier derrière, Voilà. il n'y a aucun danger à faire des POC. Oui, je suis d'accord, hein, je tempérais sur le talk. Je pense que le problème d'époque, c'est quand on n'a pas réfléchi à l'après ou qui ne correspond pas à un vrai métier, à un vrai besoin. Mais si le POC est vraiment borné, que c'est un scope vraiment bien défini et qu'on se met d'accord sur la suite, OK pour l'époque. Mais souvent, ça peut être justement quelque chose d'un peu flou où il n'y a pas de lien métier. Et c'est là où il y a une nécessité de plus intégrer en fait dans ces réflexions les business units. Tout à fait. C'est indispensable. Et c'est marrant parce que nous, on a 55 boîtes en portefeuille. J'aurais tendance à dire 90% de nos boîtes me disent que maintenant, ils passent plus du tout par les directions Inno. Ils passent que par les BU. Et je suis désolée de dire ça, en fait, c'est horrible parce que... Et moi, je suis la première à travailler avec les directeurs Inno, hein, mais ils me disent c'est de la perte de temps, ils ne sont pas décisionnaires, ils n'ont pas de budget, ça ne répond pas à un objectif métier pur, à une stratégie vraiment groupe, etc., etc. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir encore ce fonctionnement Je prends interne? un joker parce qu'on a une direction Inno à Orange. Ah ben, je vous connais très bien en plus. Enfin, Luc, Même une direction Patrice et start-up compagnie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Non? Ouais. C'est bon? Bon, merci beaucoup. Merci. C'est pas du bon timing, ça Ouais.